Bonjour, chers internautes. Vous êtes à l'écoute du nouvel épisode des idées radicules. On fait un épisode qu'on avait envie de faire, dans le fond, sur la culture des petits fruits, parce que on aime tous ça, les petits fruits, puis c'est une culture qu'on a très peu connue, comment que ça marche, les difficultés de faire cette culture-là. Pour se faire l'épisode, on reçoit donc deux invités superbes. Donc, la première étant Chloé Massicotte de chez Production Horticole CM, qui est une productrice, dans le fond, de framboises, de pommes et maraîchères. Et puis, on avait aussi également... Jasmine Sauvé, qui c'est une agroéconomiste et qui a également fait sa maîtrise sur la mise en marché des fraises. Donc, c'est ça qui est vraiment le fun, parce qu'on est vraiment comme deux côtés d'une même médaille. On a Chloé, qui est productrice. On a Jasmine, qui est vraiment du côté agroéconomique, donc qui peut parler aussi des grandes tendances du marché. Fait que on a vraiment un épisode qui est super le fun. Ça met vraiment bien en relief leurs deux expertises. Puis, on s'est fait beaucoup de plaisir à les écouter. Ça nous a fait comprendre aussi beaucoup de choses, même sur les modèles dans le fond de mise en marché, puis comment ça fonctionnait un peu toutes les dynamiques de la production des petits fruits en tant que tel. Donc, on espère que vous allez triper, vous allez aimer ça, parce que nous, on s'est fait bien du fun. Je pense que ça apparaît aussi dans l'épisode. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. Nous aimerions remercier notre fier partenaire Financement Agricole Canada, qui est le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. La section Savoir de la FAC comporte des idées, des conseils, des ressources pour aider à mieux gérer votre entreprise. Si vous cherchez des conseils sur l'argent et les finances, le transfert d'entreprise, la gestion des ressources humaines, l'économie agricole, le leadership et bien plus encore, consultez la page Savoir FAC. Parce que l'agriculture, c'est un mode de vie, mais c'est aussi une entreprise. Salut Jasmine, salut Chloé, merci d'avoir accepté l'invitation puis d'être venue nous jaser aujourd'hui. On est très content de vous avoir. Alors, sans plus attendre, on se jette dans le bain en gardant l'eau et le bébé tout ensemble. Puis, on va vous demander directement, qu'est-ce que vous faites présentement? Puis, qu'est-ce qui vous a mené dans le domaine où vous œuvrez présentement? Vas-y, Chloé. Je me lance. Moi, je suis productrice fruitière, en fait, dans la grande famille des maraîchers. Et je produis des framboises jaunes et rouges et des pommiers en régie biologique. Je suis actuellement non certifiée. Là, je suis en processus d'être certifiée, je tiens à le mentionner. Fait que, moi, je suis conseillère aux communications et affaires publiques. Puis j'ai fait des études en agroéconomie, donc un bac, une maîtrise en agroéconomie à l'Université Laval. Mais je suis pas originaire du secteur agricole. J'ai été, par contre, gérante d'une entreprise maraîchère pendant 4 ans, qui est une entreprise à Trois-Rivières spécialisée en production de petits fruits. Nice! Wow. Fait que j'aimais bien comment tu nous l'avais décrit la première fois qu'on s'en a parlé, mais on appelle ça donc une agronome d'asphalte. Ah! Une agronome d'asphalte. Je trouve bien drôle l'expression, donc merci. Sinon, une autre question qu'on aime poser aussi d'entrée de jeu, pour donner un peu de couleur à votre personne, c'est de savoir, en fait, on aimerait que vous puissiez nous décrire un moment d'épiphanie qui est arrivé dans votre parcours, qui vous suit encore jusqu'aujourd'hui, là, que vous êtes game de partager. C'est pas obligé nécessairement d'être en connexe à l'agriculture, c'est vraiment large comme... Moi, je suis pas assez originale pour dire que c'est pas connexe à l'agriculture, mais un moment, je vous dirais que le moment où j'ai décidé de faire la culture, de faire du maraîcher en général, d'aller dans le domaine de l'agriculture, c'est que moi, avant d'être agricultrice, j'étais horticultrice, en fait. Mm-hmm. Fait qu'avant, je dirais que c'est à force d'avoir de la relation client, dans le fond, avec les particuliers comme horticultrice, c'était comme difficile pour moi de les initier aux bonnes pratiques environnementales. C'est comme beaucoup d'éducation pour le client particulier. Fait que je dirais que c'est juste que j'avais pas l'énergie pour passer tout mon temps à chaque client à expliquer, dans le fond. Parce que c'était vraiment, je suis restée dans les mêmes valeurs agro-environnementales. Fait que d'essayer d'utiliser le moins de pesticides possible et le plus d'engrais bio possible. Fait que c'était difficile. Puis là, les clients, ils aimaient pas ça. Ça sentait pas bon. Il y avait pas juste du gazon, il y avait du trèfle dans son gazon. Là, c'est comme, les gens, ils aimaient pas ça, tu sais.
d'avoir des feuilles dans leur plate-bande, c'était bien, bien difficile. Je pense que j'avais pas l'énergie pour ça. Fait que là, moi, ça m'a juste comme... Je me suis dit, bon, OK, restons dans le même domaine environ, tu sais, dans la famille de l'horticulture. Puis là, je me suis dit, bon, OK, je suis partie en maraîcher. Puis là, j'ai travaillé pour des fermes maraîchères. Puis là, ça a comme assouvi mon envie de faire à part des choses pour l'environnement. Puis après ça, ben, à force de travailler pour des producteurs maraîchers, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui manque? T'sais, on sait que tout a déjà été inventé, mais c'est comment je pourrais faire pour améliorer ce qui existe déjà, tu sais. Ouais. Fait que je savais qu'il y avait comme une demande de la part des clients, des particuliers pour des fruits, plus de fruits dans leur panier. Puis là, je me suis dit, bon, OK, il manque de fruits. Fait que là, maintenant, c'est comme, qu'est-ce qui va manquer? Puis là, après ça, j'ai comme navigué là-dedans, mais je vous dirais que c'est l'horticulture qui m'a lancé vers ça. Cool. Vraiment. C'est un beau parcours aussi, puis je pense qu'on se reconnaît quand même. Ouais, dans... absolument. Très honorable. Ouais. Sinon, toi, Jasmine? Ben moi, ne venant pas du secteur agricole, quand j'ai commencé mes études en agroéconomie, là, on me parlait, tu sais, de quotas, de gestion de l'offre. Puis, tu sais, moi, je comprenais rien là, de toutes ces choses-là. Puis quand je me suis mis à comprendre les modes de mise en marché qu'on utilise au Québec, moi, c'est vraiment là que j'ai fait, OK, tu sais, en agriculture, on a un système qui favorise la collectivité. On a un système de mise en marché où les producteurs décident de se mettre ensemble pour unir leurs forces. Puis moi, c'est là que j'ai accroché, puis ça m'a amené à vouloir continuer à faire une maîtrise aussi dans ce domaine-là. Là. Fait que ça serait ça, mon moment. C'est des beaux moments iphoniques, ça, ouais. Absolument. C'est beau, j'aime ça qu'on parle du Québec comme une place de collectivité. Ouais. Ça fait chaud au cœur. En agriculture, oui. En vraiment, agriculture, hein, ben oui. C'est ça. Ouais. Ouais. Absolument. Génial. Puis, Chloé, on va retourner vers toi. Tu sais, on sait que tu es en démarrage en ce moment. Est-ce que, justement, tu veux nous parler un peu plus de ça? Comment ça se passe à date, le démarrage? Oui, ben oui. OK, je pensais que tu allais dire non. J'étais comme, OK, ben on... Pas intéressant. Non, ben oui, je vais en parler. Comment ça se passe, le démarrage actuellement? C'est tout un défi, là, tu sais. J'ai dit ça l'autre fois, je suis allée au centre de formation horticole parler à des étudiants du DEP. Puis là, j'ai l'impression que c'est comme une roue carrée qui tourne pas bien, là. C'est comme, au début, c'est bien difficile. Puis à un moment donné, comme elle s'arrondit, puis là, ça va de mieux en mieux. Mais tu sais, là, je suis comme encore en processus qui est comme... C'est comme laborieux, là, tu sais. Toutes les choses, c'est compliqué. Puis, tu sais, il y a aussi là-dedans, là, il y a comme, on s'en rend pas compte, mais il y a comme beaucoup de bureaucratie, là, entourée de ça. Tu sais, les subventions, c'est compliqué. Tu sais, on en parlait un peu tantôt, tout est compliqué. C'est comme, on peut pas faire simple, là, tu sais. Fait que, je vous dirais que ça, c'est comme le moment le plus compliqué à date. Puis, tu sais, aussi, c'est quand on est en démarrage, on dirait qu'on on a de la misère à tout prévoir d'avance. Puis là, on se dit, tu sais, avec l'expérience, on se rend compte, par exemple, qu'il y a tel fournisseur, il faut commander les trucs d'avance. Mais tu sais, ça, on le sait pas quand on démarre. Fait que là, des fois, ben, déjà en partant, on rencontre des obstacles. Puis là, on rencontre comme des problèmes qui surviennent. Puis que pour nous, tu sais, c'est comme... Moi, je m'attendais pas à ça au début. Là, je me suis dit, bon, OK, ça va bien aller, comme sur des roulettes. Puis là, déjà, là, l'entreprise est comme... Elle vient de démarrer, que j'ai déjà des embûches que je dois surmonter. Fait que je pense que ça travaille mon volet entrepreneur. Puis j'essaie, il faut avoir le système... développé. Oui, c'est ça, ben oui. Ouais. Parce qu'on peut... Ouais, excuse. Vas-y. Mais avant qu'on commence à enregistrer, tu nous parlais justement que là, tu fais déjà face à un problème. La saison n'est pas encore commencée, là. On est encore à la fin de l'hiver, puis tu réalises que tu n'auras possiblement pas de plan de framboises disponible. C'est ça. C'est quand même un major problem. Oui, tu sais, je démarre en entreprise, en ferme, en fruitière, en entreprise fruitière, puis là, je me dis, bon, OK, je vais commander mes plants de framboises, et j'appelle le fournisseur, il me dit, en partant, back order pour l'année 2023. Ouais, OK. Fait que là, tu sais, j'essaie de trouver d'autres fournisseurs. Ouais. La variété que j'utilise est plus compliqué de trouver des fournisseurs. Il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est comme, je suis en train de me dire, bon, OK, est-ce que cette année, je vais faire juste la jaune? Je vais essayer peut-être des mûres à la place. Tu sais, dans le fond, le but, c'est de remplir tous mes serres. Moi, j'ai 4 tunnels en production. L'objectif, c'est de remplir mes 4 tunnels. Fait que là, c'est de trouver une alternative cette année. Puis des fois, de trouver cette alternative-là, ça peut amener ça peut m'amener sur un autre sentier que j'avais pas prévu. Puis des fois, ça peut être bon, là, tu sais, c'est pas toujours négatif, là. Fait que pour le moment, j'essaie de trouver un producteur, un fournisseur de framboises, mais en tout cas, là, c'est pas encore fait, là. Puis, tu sais, la mise en marché,
ben, tu sais, j'ai déjà pensé, ça fait tellement d'années que je mûris ce projet-là. Dans le fond, moi, je suis retournée à l'école, puis pendant mes 3 années à l'ITA, ben, tu sais, j'ai mûri ce projet-là, je l'ai raffiné, j'ai trouvé ma mise en marché. Fait que là, tu sais, pour moi, c'est comme, les idées sont déjà claires, j'ai déjà une idée de ma mise en marché, tu sais, puis je récolte à travers plein de personnes que je rencontre, je récolte plein de petites informations qui seraient intéressantes à mettre dans mon projet de production de framboises, parce que oui, je veux faire de la production agricole, mais aussi, tu sais, je me dis, comment je pourrais faire pour que les clients, ils veulent avoir d'autres framboises de moi? Fait que là, je me dis, peut-être à travers la transformation, mais tu sais, je veux pas faire des tartes comme tout le monde. Tu sais, je me dis, bon, OK, peut-être m'associer avec des mixologues, faire des cocktails, tu sais. Oui. Fait que tu sais, c'est comme, j'essaie d'aller chercher, puis là, je ramasse plein d'éléments, puis je mets tout ça ensemble. Mais tu sais, c'est sûr que aussi, bon, ça, c'est comme l'enjeu que je vis actuellement, mais il y a un autre enjeu aussi, c'est quand on vient de... Tu sais, on parlait d'agronome d'asphalte. Moi, je suis comme... On peut dire que je suis comme une agricultrice d'asphalte. Là, je suis une relève non traditionnelle aussi. Tu sais, mes parents sont pas agriculteurs. Puis j'ai pas de famille agriculteur non plus. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est un enjeu. C'est un défi, là. Tu sais, dans le fond, on sait, le prix des terres, aujourd'hui, ça a augmenté considérablement. C'est difficile de se partir. Fait que là, tu sais, de m'avoir... de partir une entreprise agricole quand t'as pas de... Tu sais, t'as moins de liquidité, t'as pas rien en ta possession. Fait que là, c'est comme ça aussi, c'est quelque chose de difficile. Puis, ouais. Ouais, ben, je pense qu'on peut tous se comprendre quand même un peu à ce niveau-là. On vient tous de l'asphalte ici autour de la table. Là. Moi, jusqu'à très récemment, le plus de gazon que je voyais, c'était du gazon synthétique. Effectivement. Fait que ça pousse bien. C'est toujours vert. Ouais, c'est ça, exact. Mais oui, comme ça nous dresse un peu justement un portrait, puis peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent, puis qu'ils se demanderaient justement c'est quoi les défis, dans le fond, que tu rencontres en ce moment, tu sais. Puis aussi, j'imagine, le fait que tu sois en bio, quand même, implique aussi à certains niveaux d'autres particularités, mais aussi d'autres avantages, j'imagine, quand même, à l'égard de subventions. Ou... Oui, c'est sûr qu'il y a des avantages pour les subventions, mais tu sais, en même temps, les avantages amènent un lot de désavantages. Là. Ben, tu sais, c'est pas des désavantages, mais je pense que c'est comme des défis. Là. Ça amène des contraintes, ça amène un lot de défis supplémentaires. Mais tu sais, en même temps, moi, je suis toujours restée intègre dans ma façon de voir les choses, dans mes valeurs. Puis comme pour moi, c'était pas... J'ai même pas pris en considération de me dire, parce que c'est plus facile, je vais faire de la production conventionnelle. Tu sais, c'est comme, pour moi, ça va pas ensemble. Je suis restée intègre dans mes valeurs, puis ça, c'était important pour moi. Fait que c'est sûr que pour toutes les personnes qui se démarrent en entreprise agricole ou n'importe quelle entreprise, mais agricole, mettons, là, faire le bio, c'est tout le temps un défi supplémentaire. Là. Puis, tu sais, c'est au-delà d'avoir plus de subventions, ça demande plus de main-d'œuvre, ça demande plus tu sais, à chaque année, il faut faire des rapports pour ton organisme de certification, ou tu as des restrictions d'espace de culture, c'est entouré de producteurs conventionnels, puis on sait tous qu'on est tout le temps entouré de producteurs conventionnels. Tu sais, c'est très rare qu'il y ait 2 fermes bio collées une sur l'autre. Ouais. Fait que ça amène des restrictions supplémentaires. On n'a pas le droit d'avoir autant de pesticides de pesticides que les producteurs conventionnels. Tu sais, il faut toujours trouver des alternatives pour tout. Fait que c'est toujours plus compliqué. Mais en même temps... C'est pour être intègre aussi, puis respecter les valeurs, ouais, je comprends. Puis sinon, je pense que ce serait intéressant, avant d'aller plus loin aussi dans la discussion, de pouvoir se dresser ensemble un genre de portrait en ce moment portrait un peu plus global à l'échelle du Québec, justement, à quoi ça ressemble la culture des petits fruits. Je te regarde beaucoup, Jasmine, parce que je pense que tu vas pouvoir nous dresser quand même ce portrait-là. OK, fait que au niveau de la fraise, on est le 3e plus gros producteur en Amérique du Nord. Oh! OK, wow! Puis au Québec, on produit beaucoup plus de fraises que les autres provinces. C'est sûr que ça reste une culture qui est saisonnière, mais en saison, on comble à peu près notre demande. Là. Fait que oui, il y a un petit peu d'importation, mais très peu. Le reste des importations sont concentrées pendant la période de l'année où on ne produit pas de fraises. Fait que au niveau de la fraise, le Québec a quand même pris sa part de marché pour le marché québécois. Pour ce qui est des petits fruits, bleuets, framboises, là, on compte pas la demande, OK? Fait qu'on produit intérieurement un petit peu, mais on va chercher des importations, que ce soit, de Nouvelle-Angleterre, là, aux États-Unis, ou des provinces de l'Ouest qui en produisent un petit peu plus.
Fait que ça, c'est un petit peu le portrait de la production. Le seul bout où on se démarque, c'est au niveau du bleuet sauvage. Au Saguenay, oui, hein? oui. Fait que là, on exporte. Bleuet. Oui, c'est ça. Puis là, on fait de l'exportation. Mais le bleuet en Corrèmes, là, ou le bleuet qu'on vend principalement en épicerie, ça, on compte pas la demande. Cool. Ouais. Puis ça me fait penser quand même là, on a vu apparaître dans les dernières années, Caroline, je vais dire, fraises d'hiver. Oui, c'est ça, oui. Là, je me dis, Ouais. peut-être qu'on est en train d'essayer de repogner une part du marché pendant la hors-saison, si on veut, là. C'est l'idée, oui, c'est l'idée. Je pense c'est vraiment en développement. Là, ça reste encore très marginal comme production, mais pour le producteur... Tu sais, les grandes chaînes, là, quand ils ont un contact, un producteur avec qui ils font affaire tout l'été, si ce producteur-là est capable de dire, ben regarde, moi, je vais être capable de te fournir à l'année, mais ça solidifie le lien avec la grande chaîne. Là. Ben oui, absolument. Ouais. Puis, justement, je me demandais, ben, tu sais, à certains égards, comment au final les producteurs, les productrices aussi au niveau des petits fruits arrivent justement à vouloir compétitionner ou rester compétitifs face aux autres importations, face au marché étranger. Tu sais, comme est-ce que toi tu penses aussi, peut-être en volet sous question, là, est-ce que tu penses qu'un jour justement on serait capable peut-être de venir à côté en termes de, mettons, au niveau des bleuets, genre les productions qui se font dans l'ouest du Canada ou même en Nouvelle-Angleterre? Bien, c'est une question qui est un peu difficile à répondre. Moi, c'est sûr que, tu sais, je connais très bien au niveau de la production de fraises. Ouais. Puis au niveau de la production de fraises, les producteurs y ont réussi, OK, à vraiment prendre le marché. Puis pendant l'été, là, en raison de plusieurs facteurs. Mais au niveau de la framboise puis au niveau du bleuet, les variétés qui se cultivent au Québec, c'est pas les mêmes variétés qui sont cultivables un petit peu plus au sud ou dans l'ouest, à cause du niveau de rusticité des plants. Fait que dans le fond, il fait plus froid. Fait qu'on peut pas cultiver les mêmes variétés. Puis ben, les variétés qui réussissent à produire dans l'ouest ou aux États-Unis, c'est des variétés qui coûtent moins cher à produire. Fait que mais est-ce qu'il y aurait place à développer? Probablement, mais il y a quand même cette limite-là. Cette contrainte-là, ouais. OK. Puis là, tu disais, ben, tu sais, au niveau des fraises, on comprend, là, on a réussi à venir à côté, du moins durant la saison estivale. Puis par quel mécanisme, comment on a réussi à justement pas juste se faire, je vais utiliser un gros terme, là, mais comme envahir par ben oui. J'accepte le terme. Ben, moi, je répondrais à ça en 3 volets. Premièrement, là, un gros changement qu'il y a eu, c'est le développement de la fraise d'automne. Okay? Avant, on faisait juste de la fraise d'été pendant peut-être 1 mois. Mais là, ta grande chaîne là, qui a des contacts en Californie ou en Floride pour l'importation de fraises, c'est difficile de venir tasser ces contacts qu'elle a pour dire, moi, je te fournis pendant 1 mois. Mais en étendant la saison de production, maintenant, on produit de juin à octobre des fraises. Bien, ça a rendu la possibilité aux producteurs de dire, ben regarde, moi, là, je suis capable de te fournir pendant toute cette période-là. Donc là, ça devenait intéressant pour les grandes chaînes, puis ça a permis, entre autres, là, aux producteurs de reprendre le marché. T'sais, je dis pas qu'il y en a 0 importation, il y en a encore un peu, mais en grande partie. Ensuite, il y a la recherche. On a augmenté la rentabilité des entreprises, fait que c'est sûr que ça a aidé. Puis, en 3e lieu, il y a mon sujet préféré, qui est la chambre de coordination. La chambre de coordination, c'est un outil de mise en marché collective qui existe dans les fraises et framboises. Puis ça aide beaucoup, là, justement, à consolider le marché avec les chaînes. Super intéressant, mais tu sais, je pense que justement, on arrive à ce moment-là de l'épisode. Parlons-en, tu sais, non seulement de la chambre de coordination, puis à travers ça aussi, peut-être qu'on comprenne, comment je pourrais dire, sa position dans les différents modèles existants de comme collaboration ou de mise en commun, ou tu sais. Les différents outils de gestion, de mise en marché, c'est ça. Ouais. Si vous me permettez, là, pour répondre à ça, je reculerai un petit peu. Je pense qu'il faut comprendre de où ça vient, ces modèles-là. Cool. Dans les années 50, il y a eu qu'est-ce qu'on appelle la commission E.ON. C'est une commission qui a été faite, qui est arrivée à la conclusion que les entreprises agricoles sont nécessaires pour assurer la vitalité des régions. Fait qu'il faut une occupation du territoire et pour ça, il faut des entreprises agricoles. Puis ça a reconnu aussi que le pouvoir de négociation des producteurs par rapport à celui des acheteurs était super faible, tu sais. Fait que la conclusion, ça a été, ben dans le fond, il faut permettre aux producteurs agricoles de se regrouper pour être capables de négocier par rapport aux grandes chaînes. Fait que là, il y a eu la loi de la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche qui permet 2 outils de mise en marché collective. On a le plan conjoint puis la chambre de coordination.
Le plan conjoint, si on veut les comparer, là, c'est un outil de mise en marché où le niveau de contrôle dans la chaîne d'approvisionnement est un petit peu plus élevé. Puis c'est pas une mauvaise chose, là, c'est juste un constat. Ouais. Un plan conjoint, là, c'est comme une boîte à outils dans lequel on peut venir mettre tout plein d'outils. Fait qu'on peut venir négocier les prix, on peut négocier les quantités, la qualité, on peut avoir des fonds de prévoyance, on peut faire de la recherche, de la publicité, tout plein de choses qui sont possibles avec les plans conjoints. Puis ça nécessite, les producteurs, ils payent justement là, un montant en fonction du niveau de produit. OK. La chambre de coordination, c'est plutôt un outil de concertation. Fait que c'est une table autour de laquelle on va asseoir différents maillons de la chaîne. Fait que dans le cas des fraises, framboises, on assoit des producteurs, puis on assoit des représentants des grandes chaises. Les grandes chaises, des grandes chaises. Des représentants des grandes chaînes. Fait que on a Metro, Sobeys, Loblaws, Walmart, sont assis autour, puis ils vont pas parler de prix comme dans un plan conjoint, ils vont pas parler de quantité, mais ils vont se sensibiliser aux réalités l'un de l'autre. Ils vont dire, OK, regarde, là, il annonce chaud, dans 2 semaines, on va avoir vraiment beaucoup de fraises. On peut-tu faire une promo en circulaire? Des choses comme ça un peu. Fait que ça, c'est la chambre de coordination. Ça, c'est la chambre de coordination. Puis si, justement, l'on vient à parler comme de prix et tout ça, ça se passe comme dans un deuxième temps avec les représentants. Individuellement. C'est chaque entreprise individuellement qui va négocier son prix avec la grande chaîne de détail. Dans le cas, par exemple, du plan conjoint, ben là, on peut négocier tous les producteurs de bovins vont se mettre ensemble puis ils vont négocier des prix. Puis ça, après ça, l'information est transmise aux acheteurs. OK, je comprends. Par exemple. Fait qu'il y a un plan conjoint pour les bovins. Il y en a beaucoup de plans conjoints. Il y en a beaucoup pour les porcs au Québec, aussi. Au Québec, là, on a 35 plans conjoints. Oh my God, OK. Fait qu'il y en a dans beaucoup, beaucoup de productions. Puis, la chambre de coordination, jusqu'à tout récemment, il y en avait seulement une, celle des fraises framboises. Oh my God, wow. Puis depuis 2022, on en a dans les légumes de champ. Nice. Fait que les gars... c'est ça, on est là. On va s'asseoir à la table avec la grande chaise. Ouais, c'est ça. Mais avec la grande chaise, c'est ça. Mais, c'est ça. Au Québec, ces 2 outils de mise en marché-là, ça regroupe plus de 90% de la production. Fait qu'on peut dire que plus de 90% de la production est couverte par un outil de mise en marché collectif. Quand même. Puis les 10%, mettons, restants seraient quoi, mettons, par exemple? Fait que dans le fond, ma statistique date d'avant la chambre de coordination. Fait que c'était pas mal le maraîcher. Fait que, mais là, il reste tout ce qui est horticulture. OK. Serre. Oui. Le maraîcher, là, il y a parce que moi, mettons, j'ai des amis que j'ai rencontrés, justement, eux autres, c'est des grands producteurs maraîchers comme Delfland de ce monde, là. Et eux autres, dans le fond, ils ont fait un peu le même style qu'une chambre de coordination, là. Ils se sont plusieurs grands maraîchers, à Saint-Rémy, Sherrington, ils se sont comme réunis. Puis ils ont fait, justement, ils se sont réunis des grands maraîchers ensemble pour pouvoir être capables de mettre en marché leurs produits, là. Ils ont fait un peu le même principe. C'est juste que pour les petits producteurs maraîchers, c'est plus difficile de s'assembler, là. Mais les grands de ce monde, ils en ont fait là, avant 2022. Là. Bien, la chambre de coordination, la différence, c'est que ça couvre tous les producteurs. Fait qu'au Québec, tous les producteurs de fraises, framboises sont couverts par la chambre de coordination. Après ça, il y a d'autres modèles. Il peut y avoir une table filière, il peut y avoir une coop, il peut y avoir... Mais la chambre de coordination puis le plan conjoint, une fois que c'est voté, c'est mis en place, ça devient un règlement où ça a force de loi. Puis tous les producteurs sont couverts. Ouais. OK, intéressant. Nuance. Puis j'aimerais ça revenir juste un peu avant, quand tu parlais, c'est un peu plus hors sujet, mais quand même, ça va être intéressant. Quand tu parlais de la commission E.ON en tant que telle, cette commission-là avait été mandatée avec c'était quoi le mandat, en fait, de cette commission-là en tant que telle? Il y avait on remarquait qu'il y avait une problématique au niveau des entreprises agricoles, problématique de rentabilité. Là, on se retrouve comme après la Deuxième Guerre. Puis la commission, elle avait le mandat de dire, c'est quoi le problème, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre notre agriculture plus forte. OK, intéressant. Puis le constat de ça a été, il faut être ensemble. Ensemble, on est plus fort. Fait que c'est un peu ça le...
le message. Vulgarisé. Ouais, ouais. Ensemble, on est plus fort! C'est juste ça qui est écrit. Ouais, c'est ça. En gros titre, Ouais. lettrage sous-titré. C'est ça. Puis tu sais, on parlait des outils de mise en marché, on n'a pas parlé de la gestion de l'offre Oui, du ben tout, c'est là, ça, mais ouais. tu sais, la gestion de l'offre, c'est parce que c'est pas nécessairement provincial, c'est fédéral. Fait que tu sais, là, c'est là qu'on parle de contingentement, de quotas, mais là, la gestion de l'offre, l'objectif, c'est de produire qu'est-ce qu'on consomme. Ouais. Et pour produire qu'est-ce qu'on consomme, ben on limite les importations, puis en échange, on doit limiter la production pour pas avoir de surplus à gérer. Parce que c'est ça qui coûte très cher, là, c'est gérer des surplus. OK. Puis on a de la gestion de l'offre qui peut aussi être comme un outil dans un plan conjoint, dans le cas du sirop d'érable. Tu sais, OK, ouais, c'est ça. Puis, juste pour mieux comprendre aussi, qu'est-ce que tu disais, les surplus, ça peut coûter très cher à gérer. Dans quel sens, mettons? Mais tu sais, avant d'avoir la gestion de l'offre, un producteur qui produisait trop, exemple, là, il produit trop de lait. Il n'y a personne qui achète son lait, mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il le transforme lui-même. Là, s'il le transforme, c'est quoi? Il va faire du fromage, il va faire du beurre, il faut qu'il y ait un frigo pour stocker ça. Faut que... OK. Fait en essayant le plus possible de produire qu'est-ce qu'on consomme, on essaye de limiter les surplus. Ouais. Puis quand il y a des surplus, ben le frais pour le stockage puis la transformation est réparti parmi tous les producteurs. Fait que tous les producteurs, il n'y en a pas un qui écope plus qu'un autre. OK, on comprend. Moi, j'ai une question comme ça. Là, pour les producteurs laitiers, par exemple, eux autres, là, ils produisent trop de lait par rapport à leur quota. Ça reste qu'il fait il y a du gaspillage alimentaire qui se fait là. S'ils produisent trop de lait, ils vont juste le mettre dans le dallo puis ça va s'en aller dans la fosse, là. Ben oui, mais c'est C'est beaucoup ça. moins qu'avant, là, tu sais. C'est moins vraiment qu'avant, mais beaucoup tu sais, moins. la réalité... C'est beaucoup moins que où il n'y a pas de gestion de l'offre. Oui, OK. mais la réalité, ça reste que le quota il est extrêmement cher. Fait que quand tu es un producteur laitier qui n'est pas un grand producteur laitier, par exemple. Tu sais, moi, je suis d'accord avec ça, là, la gestion de l'offre, c'est pas ça, mais c'est juste que des fois, je pense à ça, puis je me dis, tu sais, ici, on est chanceux d'être couvert par ça, OK? Mais, tu sais, en même temps, je me dis, le producteur laitier, il n'est pas capable d'acheter du quota parce que, comme, c'est juste trop cher, puis il est limité, puis là, c'est... Pour lui, admettons, ses vaches produisent beaucoup de lait ou le taux de matière grasse est bon, mais là, tu sais, c'est soit qu'il jette le lait ou il vend une vache parce qu'il y a trop... Il y a trop de production par rapport à son quota. Fait que, tu sais, il y a des enjeux aussi qui sont soulevés par rapport à ça, justement. C'est que, tu sais, c'est comme le prix de ce quota-là, il est extrêmement cher, là. Fait que, c'est sûr qu'il y a moins de gaspillage, mais tu sais, il y en a quand même, tu sais. Fait que Ouais, c'est pas un modèle parfait, mais C'est ça. mais on Il y a- est chanceux d'être couvert par ça, parce Ouais, qu'après c'est ça, il y a tout le monde, on se fait un peu... ben, tu sais, je vais m'excuser l'expression, mais on se fait un peu bâcher par tout le monde, là, parce qu'on est sous gestion de l'offre, là. Il y a personne qui aime ça parce on contrôle le prix du marché, puis on n'est pas... on laisse pas les bras Assujetti, courts. C'est ça, exactement. Aux Fait que- influences du marché. puis Exactement. Ben, tu sais, je pense qu'un des problèmes du système de gestion de l'offre, on peut critiquer le prix du quota, mais moi, je pense que le système, tu sais, la critique du prix du quota, c'est pas le système le problème c'est le prix du quota, tu sais. Ouais, c'est ça. OK, ouais. Fait que je pense que, Ouais. à mon avis, c'est ça. C'est ça. Puis, sentez-vous bien à l'aise de ne pas répondre à ça? Peut-être toi, Jasmine, mais si tu le sais, sinon on passe au prochain appel. Est-ce qu'on sait un peu, dans le fond, qu'est-ce qui a fait monter justement le prix des quotas un peu plus? C'est quoi un peu la dynamique qui a fait que c'est devenu si cher, mettons? C'est la rareté. C'est la rareté, C'est la OK? C'est au rareté. fur et à mesure que les C'est gens... l'offre, la on a- demande, ouais. C'est ça, on a une offre donnée, une demande donnée aussi plutôt qui évolue peut-être pas tant que ça. Donc, si on veut produire de nouveaux quotas, ils vont coûter plus cher parce qu'un moment donné, on a atteint le seuil de mêmes producteurs qui continuent de rouler. Là, Ben, qui ont tu sais, les mêmes au quotas. début, les quotas, ils ont été donnés aux producteurs qui produisaient. C'est quand OK. on recule là, dans le temps. Ouais. Puis là, éventuellement, ben, les quotas se sont mis à se vendre entre producteurs. Mhm. Là, maintenant, il y a un système centralisé de vente de quotas, mais je veux dire, la demande pour le quota est plus grande que l'offre, Ouais. ce qui fait en sorte que la valeur du quota a beaucoup Augmente. augmenté. Tu sais. Puis moi, je suis pas spécialiste en production laitière, mais en grosso modo, c'est un peu ça qui est arrivé. Là, après, ce qu'on a dit, c'est, ben on va venir fixer la valeur du quota. Fait qu'il y a quand même un prix plafond pour le quota, mais ce prix plafond-là est assez élevé. OK. Mais les fédérations ont quand même dit, OK, là, tu sais, il faut arrêter que ça monte à l'infini. Puis je pense qu'il y a des initiatives aussi pour la relève qui sont mises en place. Là, on en parlait avant l'émission, mais tu sais, de prêt de quotas ou d'achat de quotas de façon un petit peu plus facile. Mais
je connais pas le détail de ces programmes-là. Ouais, ouais. OK, parfait. Ben, c'est quand même intéressant. Merci de l'éclairer. Je suis sûr que ça va éclairer aussi d'autres de nos éditeurs. Puis sinon, comment on pourrait essayer comment je pourrais dire, se différencier? En fait, je vais recommencer ma question. Ça faisait pas de sens. Puis, en fait, je vais revenir aussi un peu avec toi, Chloé, parce que là, on parle beaucoup de ça. On va se garder encore une petite partie là, où on va pouvoir parler plus en détail des différents modèles. Puis, pour revenir avec toi, à savoir, ben toi, qu'est-ce que tu as privilégié, en fait, comme méthode de mise en marché, puis comment ça se passe pour toi, dans le fond? Moi, je pense que, en fait, dans mon plan d'affaires, j'ai privilégié la mise en marché directe, là, comme la majorité des producteurs maraîchers. C'est qu'en réalité, en ayant une mise en marché directe, ça augmente un peu ton profit, par exemple. Tu sais, quand tu es en démarrage, ben comme souvent, le problème, c'est ton manque de liquidité. Fait que là, tu as un moins bon fonds de roulement. Fait qu'à ce moment-là, la façon de pallier à ça, justement, c'est de faire une mise en marché directe. Fait que d'avoir un contact direct avec le client, de ne pas passer par des intermédiaires. Là. Fait que c'est pas mal ça que j'ai privilégié. Mais là, moi, au lieu de passer directement avec le détaillant, bon, on pourrait dire que j'ai un intermédiaire, là, c'est le producteur de panier, mais tu sais, au bout de la ligne, moi, la journée même, j'y donne que j'ai récolté mes framboises, puis lui, il les envoie dans ses paniers. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que, bon, là, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est quand je vais aller porter ça à un producteur, je vais essayer au moins d'être là au point de chute que je vais donner mon produit pour que les gens puissent m'associer aux framboises. Là, parce que ça aussi, dans le fond, je me rends compte aujourd'hui que, je trouve qu'avec la COVID, il y a comme une augmentation de l'achat l'achat local, dans le fond. Fait que les gens, ce qu'ils aiment, c'est avoir la proximité avec le producteur. Fait que si je peux être là, puis d'avoir un contact, une relation client, ben, tu sais, là, c'est encore mieux. Puis aussi, c'est que des fois, c'est plus facile de justifier le prix de ton produit. Ben oui, si t'expliques, ben oui, absolument. Exactement. Fait que, tu sais, souvent, là, le problème, c'est ça, là, c'est le prix du produit, là. Fait qu'on dit, mettons, moi, pourquoi toi, tu vends ton casseau 5,50 puis je peux l'avoir en spécial à 3 piastres à l'épicerie, tu sais. Mais là, c'est plus facile d'expliquer, là. Vu que t'es là avec le client, puis c'est pour ça que je vais prioriser cette mise en marché-là. Mais aussi, je dirais, à travers... Il y a certaines épiceries, là, comme indépendantes, qu'eux autres, je vais peut-être vendre à travers eux aussi, mais tu sais, c'est plus facile de contrôler la qualité de ton produit parce que tu peux voir, tu sais, par exemple, tu peux aller voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, directement. Mais tu sais, j'aimerais bien ça me dire, je vais vendre pour Loufa, mais tu sais, l'affaire, c'est que c'est difficile après ça. Tu sais, là, les gens, ils vont associer le logo de ton entreprise sur ton casseau. Si tu l'envoies par Loufa le livre là-bas, puis ton produit est plus ou moins beau. Tu sais, la framboise, c'est très périssable. Fait que là, après ça, on t'associe à ce produit-là qui est médiocre. Fait que là, c'est difficile d'expliquer le prix après. Là. Fait que c'est pour ça que pour ce produit-là, au point que j'en suis là, c'est comme la mise en marché directe que je vais prioriser. Là. OK. Ben, ce qui est pour la gestion aussi. de la qualité, oui. Oui, c'est ça, ben oui. Puis j'imagine aussi, même que, comme tu dis, particulièrement en situation de démarrage, ça peut être important d'avoir ce contact-là en premier, d'être capable de parler de ton produit, de mettre un visage aussi sur une compagnie, puis une ferme en tant que telle. Super intéressant. Puis là, mais là, à date, dans le fond, il n'y a pas eu, t'as pas eu encore de vente qui s'est passée. Là, ça va commencer bientôt. Oui, l'année passée, j'en ai produit aussi. De la framboise. Ben, moi, je fais de la framboise. Je sais pas si je l'ai dit, là, mais je fais de la framboise hors sol, là, fait que c'est de la framboise en pot. Fait que j'avais pas spécifié ça. Puis, tu sais, tantôt, on en parlait un peu, là, de prendre le dessus sur le marché. Les fraises, on a réussi. Mais, tu sais, la framboise, je pense qu'on est en processus de... Tu sais, on commence à prendre des variétés qui sont moins rustiques ici au Québec. Puis, par exemple, la variété que je fais est un peu moins rustique, fait que je dois l'entreposer dans des conditions... mettons, contrôlée, là, dans une atmosphère contrôlée. Après ça, on peut la ressortir l'été, puis elle va continuer à produire comme une vivace le frais. Ben, en fait, elle est vivace dans un autre pays ou une autre province. Là. Fait que dans le fond, on commence à prendre le dessus là-dessus. On en fait sous couvert aussi, des framboises, sous abri. Fait que, tu sais, ça aussi, ça rallonge un peu la période de production. OK. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a de plus en plus de variétés, fait qu'on est capable aussi de décaler la production sur une partie de l'été, là, selon les variétés. Fait que, tu sais, après ça, c'est tout le temps un défi, un peu comme la fraise, d'essayer de
de planifier, là, mettons, comme elle va finir de produire là, d'essayer de ne pas avoir de trous dans ta saison. Là, c'est un peu ça le défi. Fait qu'aujourd'hui, on peut le faire avec la framboise, mais la framboise, c'est très émergent là, dans ce domaine-là. Fait que c'est tout nouveau. Là. Fait que ça s'en vient, mais c'est en processus de... Puis, dis-moi, pourquoi, en fait, avoir choisi aussi la culture de framboise en pot? C'est surtout pour les variétés. OK, c'est ça. C'est ça. Ça revient au point où on parlait tantôt. Les variétés en sol sont moins intéressantes pour la grosseur du fruit. Puis, tu sais, oui, ils sont bonnes. Ça goûte la framboise. Les gens, des fois, ils me disent « Ah, ça goûte vraiment la framboise quand j'étais jeune. » Ils me disent ça. Fait que là, je suis comme « Mais tu sais, c'est que les fruits sont petits. » Fait qu'après ça, c'est un peu une affaire de marketing aussi. Là. Les gens, là, ils sont habitués de voir des grosses framboises. Là. Fait que là, il faut que ça soit des grosses framboises qui goûtent la framboise d'avant. C'est un peu ça, le défi. Là. Fait que là, tu sais, c'est comme la variété... Fait qu'une bonne grosse framboise qui goûte le vieux. Là. Oui, c'est ça. C'est ça, le but. Fait que, tu sais, l'histoire, là, aussi, c'est que la grosse framboise, ça en prend moins pour faire un casseau. Puis pour faire le volume vendu, tu sais. Fait que si un casseau, c'est 130 grammes, ça te prend moins de framboise. Fait que tu peux vendre plus de casseaux avec le même volume de framboise. Puis, tu sais, si je peux rajouter, dans les fraises framboises, 55% du coût de production, c'est de la main-d'œuvre. Fait que la grosseur du fruit, mais elle a vraiment une influence sur ta rentabilité, parce que si ça prend... Combien de fois il faut que tu fasses ce chemin-là entre le panier puis la branche, là? Mais si c'est diminué du moitié ou du tiers, ça vient influencer ton coût de production. Là. Tu gagnes au change, en maudit. Oui, ces variétés-là de framboises aussi se conservent mieux. Hein? La framboise cultivée en buisson, là, qui est pas en champ, qui n'est pas en pot, la durée de conservation, c'est très difficile de l'envoyer en épicerie. OK? Puis même, c'est à peu près une journée, là, tandis que cette framboise-là, elle va durer un petit peu plus. Là. Même à ça, les délais pour envoyer en épicerie dans le petit fruit, c'est tout le temps le lendemain. C'est court, là. Mais quand même, ça permet d'avoir... sont plus manipulables, puis c'est ça. OK, je comprends. Puis là, je veux juste être sûr de bien comprendre. Fait que là, l'été, tu sors ça, tu vas mettre ça sur tes tunnels. Puis là, l'hiver, tu vas y rentrer. C'est tout... Mais ça, c'est une autre affaire aussi, tu sais. La framboise, alors ça, là, la marge est très mince, OK? Le défi est là, OK? C'est comme... Il y a beaucoup de manipulation, puis les plants, il faut les tailler, il faut les rentrer, il faut les contrôler. Après ça, on les ressort, puis tu sais, comme c'est... Ça te prend aussi un maudit gros frigo, là, pour entreposer ça, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire, le coût d'électricité. Parce que tu mets ça au frigo? Ouais, il faut que ça soit maintenu environ à -2. Là. OK, c'est comme ils sont comme en dormance, mais dans une affaire qui ne va pas avoir du -15, -30, de la neige puis des grands vents. Là. Okay. Fait que, tu sais, c'est là, tu sais, tantôt, je disais, là, en bio, il n'y a pas beaucoup de recherche de résultats de recherche, puis on sait pas trop la marge. Moi, je sais qu'elle est mince, la marge, parce que je l'ai calculée, puis je suis comme, OK, faut que j'atteigne ce rendement-là, sinon je vais être dans le négatif, tu sais. Okay. Mais comme, c'est ça. Dans le fond, là, je me suis lancé un défi, là, c'est un peu ça. Le défi, c'est que d'atteindre une rentabilité. Fait que là, après ça, c'est comme... Qu'est-ce que je peux faire pour réduire ma main-d'œuvre? Tu sais, on sait que le coût de main-d'œuvre, même pour les productions de légumes, c'est ça. C'est la principale dépense, c'est la main-d'œuvre. On est dans le 50% aussi. C'est ça, exact. Fait que là, tu sais, on se dit, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour réduire ma main-d'œuvre? Fait que après ça, c'est l'optimisation du système d'irrigation. Fait que là, par exemple, c'est tout automatisé. Fait que là, moi, j'ai pu à gérer ça. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de... Puis aussi, c'est pour toi-même, là, tu sais, comme, je pourrais me dire, là, c'est pas le cas, mais je pourrais me dire, je suis couché dans mon lit, puis genre, je pars mon irrigation, tu sais. C'est comme aussi pour la qualité de vie du producteur, là. Absolument. Tu sais, après ça, c'est aussi ça, là, tu sais, vu que quand on est des petites fermes, on sait qu'on travaille beaucoup, tu sais, puis on a plus de charges sur nos épaules. Fait que c'est aussi de réduire ça. Fait qu'après ça, c'est comme l'optimisation de ça. Après ça, c'est comme, OK, ma fertilisation, en fait, c'est dans la framboise, tout est optimisé. Faut que tu atteignes l'apogée de tout qu'est-ce que tu as, comme. Fait que c'est ça, dans le fond, l'enjeu. Fait que oui, ça coûte plus cher, mais après ça, tu te dis, bon, OK, c'est plus facile de gérer le risque aussi, genre, quand que tu sais, c'est un système d'irrigation avec double backup. Fait que, mettons, j'ai un temps-sommeil qui calcule, mettons, l'eau qui est, pour faire un grossier, là, pour calculer l'eau, mettons, qui est consommée. J'ai un pyranomètre qui va calculer mon nombre de joules. Avec le soleil. Avec le soleil, exactement. Fait que là, si j'ai ça, plus j'ai une minuterie, ben, tu sais, comme là,
je suis grillée pour me dire, bon, OK, si ma minuterie fonctionne pas, j'ai toujours ça. Fait que, tu sais, c'est de penser à des solutions pour pas que, justement, t'arrives puis que t'as un problème, mais tu sais, c'est la ça. redondance, hein. Ouais. Toujours avoir... c'est ça. Je me suis juste aussi, quand dans une serre, tu veux chauffer, il faut vraiment que tu fasses confiance en un système de chauffage, parce que si lui, il te lâche au mauvais moment, tu veux pas tout perdre juste parce que t'as pas installé... fait que tout le temps, deux systèmes pour tout. Deux systèmes pour tout. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe, là. Fait que, tu sais, c'est comme dans l'optimisation, mais à un moment donné, tu sais, à force d'en faire, je pense qu'à un moment donné, on va finir par avoir un système qui est bien, puis il y a plusieurs producteurs qui vont pouvoir l'utiliser, puis ça va être bien pour tout le monde. Fait que là, ça va peut-être réduire un peu le prix des fruits, là. Tu sais, c'est comme tout est dans le coût de production, dans le fond, là. Ça, oui, absolument. Fait que si le coût de production est élevé, ben là, ton fruit, il se vend plus cher. Fait que, tu sais, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a réussi à prendre le marché pour la fraise, parce que plus que le coût de production, il est plus bas qu'il l'était, j'imagine? Non, à cause que le salaire minimum augmente. Le coût de production, il monte en flèche. Comment ça se fait qu'on a réussi à les mettre en marché pour parce qu'on a plus de fruits disponibles? Ils ont développé des méthodes de production, des variétés qui étaient possibles de cultiver à l'automne. Dans le fond, c'est le développement de la fraise à jour-neutre qui a vraiment permis ça, là. Okay. Parce que le coût de production, il monte en flèche, là, depuis quelques années. Mais tu sais, plus que t'en produis, plus que ton coût de production... Plus que ta marge est élevée, plus que tu peux les vendre moins cher. Oui, puis non, parce qu'en agriculture, ça, c'est de l'économie d'échelle. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça en agriculture, tu sais. Un petit peu, là, mais je veux dire, ton panier de fraises, il faut t'achètes autant de paniers, tu sais, le coût de panier, le coût de main-d'œuvre. C'est difficile d'externaliser les coûts. Oui, c'est ça. Il y en a, là, mais pas tant que ça en agriculture. Puis, j'aimerais ça revenir, tu sais, là, tantôt, on a commencé à l'adresser, tu sais, en disant, tu sais, justement, au niveau des petits fruits, 55% du poste budgétaire de l'entreprise va être alloué à la main-d'œuvre. Comment le fait, justement, de se mettre en commun peut permettre de relever des défis, comme on a vu justement notamment avec la pandémie, tu sais, où ce que là, la main-d'œuvre était un enjeu genre majeur, qu'il n'y a plus de main-d'œuvre étrangère, puis on sait qu'au niveau des petits fruits, je pense que la main-d'œuvre étrangère venait quand même combler un besoin au niveau des fermes. Fait que c'est comment ça s'est passé dans le fond, puis c'était quoi les solutions qui ont été utilisées pour faire face à des défis comme ça, tu sais? C'est sûr que, tu sais, quand la pandémie est arrivée en mars 2020, c'est pas mal la période où arrivent les premiers travailleurs étrangers. Ils s'en vont dans des fermes maraîchères pour débuter les plantations. Puis là, les frontières sont fermées. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec les travailleurs étrangers? Je trouve que cette situation-là image bien à quoi ça nous sert, cette union des producteurs agricoles-là, parce que là, en 48 heures, l'union, accompagnée des associations de producteurs maraîchers, associations des producteurs de fraises framboises, sont allés au gouvernement faire des demandes, puis on dit là, pour la sécurité alimentaire, puis l'autonomie alimentaire, il nous faut des travailleurs étrangers, donc il faut ouvrir les frontières aux travailleurs étrangers. Puis ça a pris 48 heures, puis les frontières ont été ouvertes. Je pense que dans des situations comme ça, le fait d'être unis, d'avoir une voix, ben ça a du positif, là. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Là, il y a eu des contraintes. Là. Les travailleurs arrivaient, ils étaient en quarantaine, puis tu sais, c'était vraiment... Moi, je travaillais sur une ferme maraîchère à cette époque-là, puis je m'occupais justement de l'accueil, puis des demandes pour les travailleurs étrangers. C'était vraiment intense. Mais au moins, les frontières ont été ouvertes. T'sais. Ouais, c'est ça. Il y a eu ce déblocage. Mais là, il y a eu des retards. Là, il y a eu, tu sais, tout c'était pas parfait, mais... Non, c'est ça. Ça allait quand même fait bouger les trucs plus vite que ça aurait pu l'être. Plusieurs groupuscules qui le font des demandes individuellement ou prennent du temps avant de se mettre ensemble, puis là, d'aller d'un front commun. Là, c'est un appel, c'est fait, OK, on rencontre le ministre de l'Immigration le lendemain matin, puis tu sais, je veux dire, je pense que ça montre la force du système, là, quand même. La force du nombre. Oui, ben oui, absolument. Puis, parlons-en du nombre un peu, parce que pour revenir, là, je fais un peu du zigzag là, avec vous autres. mais tu sais, justement, Chloé, toi, tu disais que tu privilégiais justement une mise en marché plus directe, ce qui te permettait d'avoir plus de contrôle sur ta marge en tant que telle, tu sais, puis je sais à quel prix, dans le fond, tu vas pouvoir vendre tes choses, puis avoir ce contact-là direct avec le client. Est-ce que vous pensez que ça serait possible que ce modèle-là de mise en marché, comme plus en circuit court, soit capable d'être appliqué à plus grande échelle aussi, sans nécessairement effacer une mise en marché qui est plus globale, mettons. Mais, moi, je pense que... Ben, moi, je commence là. Moi, je me lance. Okay? Je le dis. Je pense que pour les produits saisonniers, je pense que c'est possible. Je pense que on se dirige vers là, puis je pense...
sais, mettons, là, pour tout ce qui est... durant l'été, je pense qu'on serait capable d'avoir une certaine autonomie, genre d'acheter des produits avec des circuits courts. Mais, tu sais, l'hiver... À cause qu'on est dans un climat nordique, c'est comme... Je pense que c'est un peu ça qui nous freine, là. C'est que, tu sais, l'hiver, puis aussi, c'est que les gens, je sais pas s'ils sont prêts à faire le choix de se dire, ben moi, je vais consommer les légumes de saison. Congeler des fruits. Ou congeler des fruits, consommer les légumes de saison. Tu sais, quand on est au mois de janvier, puis t'es comme, j'aurais envie de manger une bonne petite orange de Floride, puis à côté, t'as comme une pomme, genre... Qui commence à perdre un peu de son vivant. Les gens, ils vont prendre l'orange. Fait que je pense qu'on est comme pas rendu là pour l'hiver, mais je pense que l'été, on serait capable de passer par des circuits courts. Puis aussi, c'est que les producteurs, là, je me rends compte qu'ils s'ouvrent, tu sais, des kiosques à la ferme, puis ils s'associent avec d'autres producteurs pour essayer d'avoir le plus de produits possible dans leur kiosque. Fait que, tu sais, maintenant, c'est quand même courant d'aller dans un kiosque puis d'avoir des viandes, d'avoir des fruits, d'avoir des légumes. Que ça soit... Honnêtement, là, je vais parler que ça soit conventionnel ou bio, là, tu sais, d'avoir de la viande conventionnelle puis de vendre des légumes bio. C'est parce que on se rend compte que les clients, eux autres, ils veulent pas faire 5 places pour aller acheter leurs trucs. Fait qu'aujourd'hui, il y a plein de producteurs qui s'associent ensemble pour s'ouvrir des genres de petites épiceries ou, tu sais, c'est un peu dans ce genre-là. Qui permet de centraliser un peu l'offre. Exactement. Puis de centraliser l'offre. Fait que je pense que pour la saison estivale, c'est possible. Pour le reste de l'année, je pense pas qu'on est rendu là. Ben, moi, je trouve que c'est un beau modèle, là, la mise en marché de circuits courts. Je pense qu'il y a place à peut-être prendre un petit peu plus de part de marché. Mais moi, j'ai une opinion peut-être un petit peu différente, mais pour moi, l'autonomie alimentaire passe pas nécessairement par la mise en marché de circuits courts. Je pense que l'autonomie alimentaire, il faut que monsieur, madame, tout le monde ait accès aussi en épicerie à des fruits, des légumes locaux du Québec, des produits santé, tu sais. Fait que je pense qu'il faut augmenter... Tu sais, c'est pas juste circuit court, pas circuit court. Je pense que l'autonomie alimentaire, ça passe par tous les canaux de mise en marché, puis aussi le circuit long. Puis dans les petits fruits, là, le circuit long de la grande chaîne de détail, ben il est pas long. Là. Le producteur, il va porter ses fraises au IGA. Là. Souvent, c'est ça. Là. Fait que... Mais je pense que ce modèle-là, il répond quand même à une demande de la population d'avoir accès en épicerie à des fruits et des légumes du Québec. Là. Ouais. Ben, en tout cas, c'est intéressant aussi de savoir qu'au final, les maraîchers vont s'asseoir aussi finalement à la table avec les producteurs de petits fruits pour pouvoir amener aussi des légumes frais, dans le fond, des légumes et des fruits frais en saison. C'est pas tout à fait ça. Non, mais c'est juste que les maraîchers, dans le fond... Là, il y a la Chambre de coordination des fraises framboises. Au niveau des maraîchers, ils ont fait une chambre de coordination, mais c'est pas pour la mise en marché puis la promotion comme dans les fraises, c'est vraiment pour faire de la recherche. Fait qu'ils ne s'assoient pas avec les grandes chaînes, ils s'assoient avec des chercheurs. C'est un modèle différent. Dans le but de développer des connaissances agronomiques. Puis, dans le but de exactement développer des connaissances agronomiques, il y a comme un constat qui a été fait qu'au Québec, on investit beaucoup moins en recherche dans le maraîcher que les autres provinces au Canada. Fait que les producteurs se sont dit, OK, mais si on se met ensemble pour avoir un fonds commun, ça s'appelle le FIM, le Fonds d'investissement maraîcher, je pense. Innovation? OK, je suis plus sûre. Mais en tout cas, l'objectif de ça, c'est de faire de la recherche. Tandis que celle de la fraise, c'est de faire de la promo, puis parler de mise en marché. Je comprends. Ben c'est intéressant. Je l'avais pas dit tantôt, c'est marrant. Non, j'imaginais le même modèle, le même affaire. Mais, OK. Ben, super intéressant. Puis à ce moment-là, est-ce que dans le fond, on pourrait s'attendre à ce que même si ça soit pas nécessairement du circuit court, est-ce qu'on pourrait voir, je sais pas, une espèce de... Parce qu'il y a un phénomène que, mettons, on observe quand même, c'est que si tu veux aller chercher du bio, mettons, en épicerie, ça coûte quand même extrêmement cher, tu sais. Puis je me demande... Puis des fois aussi, c'est des produits qui, oui, sont bio, mais viennent du Canada ou des fois de plus loin encore. Puis fait qu'on peut comprendre même que des fois, le prix soit quand même plus élevé. Est-ce que ça serait possible qu'à un moment donné, tu sais, les maraîchers en bio, tu sais, puissent trouver leur place en épicerie sans que ça soit aussi des prix qui soient, tu sais, astronomiques? C'est une bonne question. C'est une question qui est peut-être un petit peu plus hors sujet. Non, mais c'est correct. C'est intéressant. C'est une bonne question. Je pense que c'est vrai qu'en épicerie, ça peut coûter cher, mais je pense que
tu sais, ça coûte quand même cher aussi à la ferme, là, que ce soit bio ou conventionnel. Tu sais, on n'a pas de promo de fraises à 2,99 souvent en kiosque, là, par exemple. Ouais. Tu sais, puis c'est quelque chose qu'on peut retrouver en épicerie, des fois même pour des fraises du Québec. Mais est-ce qu'ils pourraient prendre plus leur place en épicerie? Peut-être. Le problème, là, c'est que, admettons, moi, j'ai connu quelqu'un, lui, il faisait des artichauts, qui est rentré dans les épiceries. Puis le problème, c'est que finalement, tu te fais tasser quand même parce que t'es pas capable de leur offrir ce produit-là tout le temps. Là. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que ton prix n'est pas compétitif par rapport aux autres. Parce qu'on n'en produit pas assez des gros volumes. Là. Fait que c'est comme quand tu réussis, admettons que t'es un gros 6 de choux, genre. Puis là, tu réussis à rentrer tes choux à l'épicerie, ben, tu sais, comme... Après ça, ben, il y a comme le gars qui produit des choux, mais comme au lieu de... Lui, toi, mettons, tu fais des choux, 2 cultures de choux par été, mais lui, il en fait 4 par année parce qu'il est capable d'en produire à l'année. Ben là, tu sais, là, je donne des choux, là, mais ça peut être n'importe quoi, là. Ben, tu sais, comme là, lui, il est plus capable de compétitionner ton prix, et puis toi, t'es pas capable de l'offrir tout le temps. Fait qu'il y a aussi place à comme... Oui, on faudrait qu'on prenne notre place, puis on essaie de rentrer des produits là, mais c'est... Après ça, c'est aussi le commerçant qu'il faut qu'il soit capable de laisser place à d'autres producteurs, tu sais. Mais après ça, je peux les comprendre, là, tu sais. J'essaie de voir les deux côtés de la médaille, puis tu sais, eux autres, ben, tu sais, c'est un risque aussi. Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir un fournisseur pour l'hiver? Ouais. Là, c'est sûr qu'un fournisseur pour l'été, mais tu sais, lui, il vend 365 jours par année, là. Fait que, tu sais, après ça, tu sais, c'est comme de trouver des consensus, mais tu sais... Il y a beaucoup de travail à faire, je pense que tu as raison, pour avoir une autonomie alimentaire, là, puis pour essayer d'introduire ces produits-là dans les épiceries. Là. Ouais. Mais il y en a qui ont réussi, là, tu sais, je pense à l'entreprise Croque Bio. Okay. C'est des carottes, eux autres, là, puis, tu sais, ça fait pas très longtemps que c'est mis en marché, mais on dirait qu'ils sont comme partout. Je sais qu'ils sont pas partout, là, mais eux autres sont dans le coin de... En tout cas, sur la rive nord de Montréal. Puis moi, j'en retrouve même à l'épicerie à Trois-Rivières. Puis eux autres, c'est des carottes bio. C'était une entreprise qui était déjà bio, je pense, Grande Culture, puis même laitière, qui ont ajouté les carottes. Puis c'est ça, tu sais, ça fonctionne, ça a bien fonctionné, mais la carotte, ça se conserve, hein? Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est plus simple, plus aisé que certains autres fruits et légumes. C'est sûr qu'on pourrait pas faire ça avec... des poivrons de champ, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Non, non, des petites salades qui se conservent. Des épinards, là. On a toujours fait des verdures qui se conservent, mais tu sais, mais c'est vrai, là, les carottes, il y a les laitues, là, les laitues Boston, là, qui sont en hydroponie, là, qu'on a réussi à garder à l'année. Tu sais, on commence, là, mais tu sais, on trouve des alternatives, mais tu sais, on n'est pas rendu à tout mettre les légumes... Bien, au niveau de la fraise, parce qu'on parlait de l'importance d'avoir une saison de juin à octobre, bien, au niveau de la fraise, moi, ce que j'entends des producteurs, c'est vraiment que la fraise d'automne, la fraise à jour neutre, est beaucoup plus difficile à produire en bio que la fraise d'été. Parce qu'on dirait que la maladie, les insectes ont comme plus le temps de rentrer dans les champs de fraises pour la fin de l'été. Fait que là, si tu fais de la fraise bio puis t'en fais juste pendant 3-4 semaines de la fraise d'été, bien, c'est plus difficile de rentrer en épicerie aussi, tu sais. Ça, de fournir une demande en continu pour pouvoir encourager. Je comprends. Puis, est-ce que, justement, tu sais, si on se penche un peu sur la consommation locale, est-ce que, c'est quoi un peu le portrait? Tu sais, on sait qu'il y a eu vraiment un grand mouvement, justement, avec la pandémie, où tu sais, il y a eu un regain d'intérêt pour le manger local et les trucs d'ici. Mais est-ce que, comment ça s'est traduit, ça, dans la réalité? Bien, la consommation, en tout cas, de fraises est en augmentation. Ça a dépassé le fruit plus consommé au Québec. Avant, c'était la banane. C'est devenu la fraise. Yeah! Bon, ça, c'est une belle victoire, ça. Fait que, la consommation est en augmentation. Puis, tu sais, je pense que la production de fraises, au Québec, c'est la seule province là, que la production est en augmentation aussi par rapport aux autres provinces canadiennes. Fait qu'au niveau de la fraise, ça va relativement bien pour ce qui est de la consommation. Au niveau de la framboise, ben on consomme en saison, là, on importe là, beaucoup de production. Là, on ne réussit pas à produire, à suffire à la demande. Même chose pour le bleuet. Là, comme je disais tantôt, là, on importe beaucoup. Fait que oui, la consommation... Puis, tu sais, c'est tout le temps difficile d'avoir des données sur l'augmentation de la consommation parce que la population augmente. Fait qu'est-ce que, tu sais, les gens consomment plus ou c'est juste qu'on est plus, tu sais? Ah, ben oui. Mais
Mais la consommation de petits fruits est en augmentation, mais il y a une partie de cette augmentation-là qui est comblée par des importations. Là. OK, c'est ça. Ouais, Puis, est-ce que justement, est-ce que cette partie-là, c'est vraiment parce qu'au final, la demande excède l'offre? Oui. Ou il y a aussi une part, admettons, comme au niveau de l'intention qui ne se traduit pas nécessairement en achat, mettons, ou en action? Ah, je sais où tu t'en vas. Tu sais, je pense que moi, je suis économiste agricole. Hein. Fait que moi, j'ai une vision des choses qui est très, peut-être cartésienne, mais je pense que pendant la COVID, là, on a eu vraiment un engouement pour les produits locaux. Puis cet engouement-là était déjà là, mais il s'est vraiment solidifié pendant la pandémie. Ouais. Mais il y a quand même une partie que je pense que le consommateur puis le citoyen, c'est deux personnes différentes. Tu sais, le citoyen va toujours dire « oui, je veux consommer local », mais la réalité, c'est que l'inflation, ça touche tout le monde. Puis quand on se retrouve à l'épicerie puis qu'on a deux choix de produits, un importé moins cher, un local qui est plus cher, c'est pas tout le temps le cas, là, mais les gens ont tendance à acheter qu'est-ce qui coûte moins cher, tu sais. Fait que c'est pour ça que dans la fraise, en épicerie, ça arrive que tu n'en as juste pas de fraises importées pendant l'été. Tu sais, des fois, il y en a, mais des fois, tu as juste des fraises du Québec. Fait que le consommateur va comme aller vers les fraises du Québec automatiquement. Mais, tu sais, le consommateur puis le citoyen, c'est deux personnes. Mais par contre, le petit fruit, fraise principalement, framboise, bleuet, c'est un produit qui a quand même une belle notoriété au Québec. Là. C'est un produit qui est le fun à marketer, que les gens veulent en entendre parler. Puis, tu sais, c'est comme... c'est le fun de parler de fraises, puis d'autocueillette, puis Oui, parce qu'on peut l'avoir en autocueillette, c'est ça. C'est des produits qui sont faciles à commercialiser, puis que les Québécois aiment parce qu'on peut les avoir en autocueillette. C'est une belle activité d'été, fraise, de famille. Il y a la citrouille aussi, mais tu sais, comme la fraise, le bleuet, souvent, c'est ça. Là. Parce que, tu sais... Le problème aussi, c'est ça, c'est tout le temps l'enjeu de main-d'œuvre. Fait que là, on se dit, bon, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour pas que ça me coûte de la main-d'œuvre? Fait que là, tu y vends de l'autocueillette. Fait que c'est une activité familiale, les gens aiment ça. C'est super populaire, Mais tu sais, une façon de voir aussi si les petits fruits au Québec, c'est comme en augmentation, mais tu sais, c'est aussi de voir les combien il y a de fermes... Tu sais, par rapport aux dernières années, il y a une augmentation des producteurs fruitiers là, au Québec. Fait que tu sais, c'est un indicateur. Là. C'est un indicateur. Là, fait qu'on se rend compte qu'il y a une demande pour les petits fruits, fait qu'il y a plus de producteurs, mais on n'est pas rendu encore en enfer tout le temps. Là. Mais on en a plus qu'avant. Oui, OK. Définitivement. Vraiment intéressant. Mais il y a des fermes aussi, puis il y a des fermes qui cessent la production, par contre. Hein, c'est ça. Fait qu'il y a une augmentation du nombre de fermes, mais il y en a qui cessent, puis... Honnêtement, le salaire minimum, là, c'est vraiment un coup dur pour les producteurs maraîchers et de petits fruits. Fait qu'il y en a qui quittent tout simplement la production, qui vont juste feront plus de fraises, là, tu sais. Puis ça se fait déjà ressentir sur le terrain, là, aussi, là. Puis en même temps, d'un côté, je me dis, tu sais, c'est difficile pour eux de voir le seuil du salaire minimum augmenter, c'est difficile pour la business. D'un autre côté, en même temps, est-ce que, tu sais, c'est quand même utile pour les gens aussi qui vont travailler là, qui veulent vivre, mettons, quand même de ce salaire-là, mais y a-tu des choses qui sont mises en place quand même pour aider économiquement les producteurs de fruits, que ce soit au niveau du salaire, au niveau de... Je pense que moi, comment je le perçois, en tout cas, peut-être que tu pourras compléter, là, mais c'est que le problème, c'est pas tant que le salaire minimum augmente, mais c'est le rythme auquel il augmente. Tu sais, on parle d'une augmentation, je veux dire... Il y a quelques années, le salaire minimum était 11 $, puis là, ça va être rendu, je sais même plus combien, là, 15, mais je veux dire, pas loin de 15, tu sais. Le salaire, mais ça, là, 11 à 15, là, c'est quasiment 50 %, là. Ouais, c'est ça. Fait que le salaire minimum augmente très rapidement, puis les prix de vente, ben suivent pas nécessairement, là. Fait que c'est ça qui est difficile. Puis au niveau des solutions, il y a beaucoup de choses qui sont envisagées. Je pense que les producteurs, en tout cas de fraises, framboises, maraîchers, là, sont très dynamique au niveau de la recherche de solutions. En général, c'est un monde qui est très effervescent en termes de recherche, tu sais. Mais des choses comme la framboise hors sol, ça peut peut-être faire partie de la solution. Juste, là, le travailleur, là, quand il récolte, là, il est debout. Il est pas accroupi. Ben ça, au niveau de l'ergonomie... Ben oui. Il y a moins de cannes aussi, c'est moins buissonnant, là, tu sais, comme... Je sais pas si vous avez déjà fait de l'autocueillette de framboise, là, mais c'est bien touffu, OK? Là, c'est comme, trouve tes framboises dedans. C'est ça, La framboise longue canne, c'est comme tu dis, évident, c'est plus ergonomique, c'est plus évident, le fruit est plus gros, il y a moins de feuilles, c'est comme plus facile, tu sais, de récolter, donc c'est plus efficace, tu sais. Mais
moi, je pense à ton questionnement par rapport au salaire minimum. Je suis d'accord, mais moi, je me mets dans la position que j'étais maraîchère pour une ferme il y a pas si longtemps, là, puis je suis encore à temps partiel, puis je suis très contente que le salaire minimum soit augmenté parce que après ça, là, il y a beaucoup de fermes maraîchères qu'eux autres, ils ont comme vision d'avoir des travailleurs qui proviennent du Québec, OK? Des travailleurs québécois. Puis c'est difficile pour nous d'avoir un salaire minimum à 10 ou à 11 piastres de l'heure. 11 $ de l'heure, là, tu peux pas vivre avec ça. Là. Fait que, tu sais, il y a un côté que pour le producteur, ça coûte plus cher. Puis, tu sais, moi, je me rends compte aujourd'hui que maintenant que je suis en train de partir une entreprise, je me rends compte que ça coûte cher. Mais après ça, je me mets à la place des travailleurs puis je me dis, hey, je suis contente que le salaire minimum augmente, là, tu sais. Fait que après ça, là, je pense que, comme tu dis, c'est le prix de vente, là. C'est comme, c'est rendu là, c'est... c'est ça. Quand on voit pas la solution, mais c'est difficile économiquement, autant, je pense, c'est ça, pour le propriétaire que l'employé, tu sais, je veux dire... c'est ça, on le sait, le salaire minimum, même en le voyant augmenter, puis au niveau que l'inflation augmente, c'est dur de s'imaginer vivre décemment avec ce salaire-là. Quelle est la solution? On va peut-être faire un prochain épisode là-dessus parce que notre heure se termine. Oui, merci. Ouais, ça a tellement passé vite. Pour vrai, c'était vraiment intéressant de vous avoir. Oui, absolument. Super intéressant. Puis, c'est ça, sur une note un peu plus réjouissante, on va essayer. Parce que là, on est arrivé à un dead-end d'un problème. Mais bon, si on est capable de s'imaginer... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut essayer de trouver qu'est-ce qui s'en vient, qui est cool, qui est le fun, porteur d'espoir, des aspirations que vous avez et que vous voulez nous partager pour le futur? Ça peut être tout en lien avec des projets personnels, mais même un espoir un peu plus candide pour le futur. L'humanité. Moi, je pense qu'espoir pour l'humanité, OK? On est parti, comme on se l'est dit, là, on est parti sur les achats locaux, là, fait que déjà que là, on soit bon là-dedans, ça réduit notre empreinte environnementale, là. Il y a moins d'importations. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins qu'il y en avait. Ouais. Fait que pour ça, puis aussi, là, mettons, au niveau des cultures en serre, là, aujourd'hui, le taux préférentiel pour les producteurs agricoles, pour les cultures en serre, pour l'électricité, ça, c'est un gros avancement. Là. Ça coûte moins cher, on utilise moins de gaz fossile, fait que on est tous gagnants là-dedans. Absolument. Bien dit. C'est un bel espoir. Ben moi, la note sur laquelle j'ai envie de terminer, c'est que je l'ai pas dit, puis j'aurais voulu le dire plus tôt, mais c'est que, tu sais, la production maraîchère ou la production de fraises framboises en circuit court aussi, je trouve que c'est tellement une belle porte d'entrée pour la relève agricole, puis aussi pour la relève agricole non apparentée. Tu sais, on le sait, c'est difficile, on a parlé de prix de quota, puis moi, je trouve que ces systèmes-là ont des forces, mais il y a quand même l'accès à l'agriculture pour la relève qui est difficile. Puis je trouve que le secteur maraîcher, c'est une belle porte d'entrée pour la relève. Fait que... Bien dit. Je trouve que... Je suis d'accord. Pour nous, ça vous touche tout le monde ici autour de la table. Totalement. C'est une belle note de fin. On est bien d'accord. Oui, c'est plein de mesures d'aide aussi. Là. On est bien entouré. Le réseau de dinde? Plein de mesures d'aide. Plein de mesures d'aide. Non, j'avais vraiment compris la dinde. C'est vrai que la dinde, je pense qu'il n'y a pas de quota. Les dindes sauvages, c'est un problème, en tout cas. En production de fraises. Ah ouais, OK, ils vont manger les fraises, les petites gourmandes. Non, mais je veux dire, ils envahissent, là. Ah ouais? Oui. Oh shit, OK. Restez à l'affût de vos fraises. L'attaque des dindes arrive. Puis vraiment rapidement, juste en terminant, parce qu'on aime ça le demander, je sais que Jasmine, toi, t'avais apporté quelque chose. On voulait vous demander une petite référence culturelle, qui soit en lien ou non avec l'agriculture, juste pour nos auditeurs, comme soit pousser la réflexion plus loin ou juste avoir de quoi qui vont comme leur rappeler l'épisode. Ils vont dire, ah oui, ça je me rappelle, c'est Chloé ou Jasmine qui avait dit ça, puis c'était bien bon. Moi, j'ai apporté un livre. Dans le fond, il n'est pas en lien avec le secteur agricole autre que son titre, mais son titre est vraiment, je le montre à la caméra, est vraiment lié au thème d'aujourd'hui. Oui. C'est un recueil de nouvelles que j'ai lu tout simplement récemment d'Éric Plamondon, que j'ai trouvé super bon, là, mais tu sais, ça parle pas d'agriculture du tout. Donc, ça se passe à Donnacona. Ça se passe à Donnacona. C'est un jeune gars au cégep à Donnacona. C'est un recueil de nouvelles, mais tu sais, c'est comme plein de moments de son été entre le cégep et l'université. OK. Cool. J'ai bien aimé. Très intéressant. Nice, pour les gens qui sont à la maison, dans le fond, c'est Aller aux fraises de Luc Plamondon. Éric Plamondon. Ouais, pas Luc Plamondon. Éric. Super. Merci, Jasmine.
Moi, un rapport avec l'agriculture. C'est comme une genre de série que j'avais... C'est pas une série, mais comme plus un genre de reportage que j'avais écouté sur Netflix, Biggest Little Farm. Ben oui. Ça, c'est... Ah oui, c'est un classique. C'est pour moi un classique. Ça fait du bien, ça fait du bien à l'âme voir ce film-là. Oui, parce qu'on peut s'associer à eux aussi. Ben oui, vraiment, absolument. Relève non traditionnelle, non. C'est ça, c'est ma référence culturelle. Super. Génial, très belle référence. C'est une très belle référence. Pour vrai, un gros merci d'avoir pris le temps de venir nous voir ici. C'était super apprécié. On a eu une belle conversation. On a pu se mettre plein de beaux concepts en tête. Je pense qu'on comprend tous mieux, pardon. Ben, en tout cas, je vais parler pour moi puis Mike. Là. Oui. On comprend tous mieux, dans le fond, la culture des petits fruits puis un peu les dynamiques là, qui régissent tout ça. Fait qu'un gros merci. Puis, on espère vous revoir bientôt, éventuellement. Puis merci à tous nos auditeurs et nos auditrices d'avoir été des nôtres. On se revoit bientôt pour un prochain épisode du balado Les Idées Radicules. À la prochaine! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des Idées Radicules. On espère que vous avez aimé. Pour voir tous nos épisodes précédents et pour rester à l'affût des prochains, rendez-vous sur élevageetculture.ca ou abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram d'Élevage et Culture. Vous pouvez également nous soutenir et suivre notre projet de démarrage d'entreprise en vous abonnant à notre Patreon. Et alors, on veut donc remercier les studios, la Shop Studio, où on enregistre depuis nos débuts. Enfin, merci à notre super belle équipe, Laura Chipello, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Marie-Ève Lemaire Saint-Gilet, notre coordonnatrice aux commandites, et finalement Safia Barou, notre productrice. Merci. À la prochaine.